Chapitre 221. Combien de tâches ont été accomplies? 3. L'envoyé qui arriva à la forteresse du Nord n'était autre que le baron Andichir, qui avait auparavant supervisé le transport des fournitures de secours de Ferdium. Il les salua avec un sourire radieux. Vous allez bien? Je suis ici pour délivrer une proclamation royale. Zualte, arborant une expression légèrement inquiète, hocha la tête et demanda. Qu'est-ce qu'il se passe cette fois? Pourquoi la famille royale veut-elle me voir? Chaque fois que quelqu'un venait le chercher, il s'inquiétait de savoir si son fils avait encore causé des problèmes. Ces jours-ci, ses nerfs étaient à vif, aggravés par les récentes nouvelles de guerre. Remarquant le malaise de Zualte, le baron Chir continua de sourire chaleureusement et dit. À partir d'aujourd'hui, vous avez été élevé au rang de marquis. Mes félicitations. Zualte, frappé par la nouvelle inattendue, répondit avec une expression hébétée. Marquis? Moi? Oui, en effet. Bien sûr, l'autorité et les devoirs de défense des frontières resteront les mêmes qu'avant. Mais pourquoi, tout d'un coup? Il n'avait accompli aucun exploit remarquable, donc être élevé au rang de marquis était déconcertant. Naturellement, il ne pouvait s'empêcher de le remettre en question. Le baron Chir expliqua brièvement le raisonnement. La justification officielle était de récompenser Zualte pour ses années de service dévoué, mais Zualte pouvait clairement comprendre la vraie raison, son fils avait ouvert la voie à cette promotion. Alors? Guillain est devenu comte. Oui, c'est exact. Il est maintenant le comte Fenry. Zualte se sentit étourdi. Ce fauteur de troubles était désormais un fier noble de haut rang. Même si un envoyé royal annonçait la nouvelle, cela semblait toujours incroyable. Compte tenu du mauvais état de Ferdium, il n'avait pas été en mesure de fournir un soutien approprié à son fils. Pourtant, Guillain avait réussi tout cela grâce à ses propres efforts. En tant que père, il ne pouvait s'empêcher de se sentir à la fois étonné et fier. Toujours un peu abasourdi, Zualte se livra à une simple cérémonie d'élévation. Même après avoir reçu la reconnaissance officielle de la famille royale, il n'avait toujours pas tout à fait compris la réalité. Un marquis? Vraiment? Moi? Notre famille? Pendant des décennies, il avait vécu comme un pauvre comte de la région du Nord, comme ses ancêtres. Pourtant, maintenant, le monde semble changer trop vite. Même s'il ne s'agissait que d'un titre nominal de marquis, c'était toujours un honneur important. De tels accomplissements, accumulés un par un, finiraient par renforcer leur prestige. Les pensées de Zualte se tournèrent vers son défunt père, un vieil homme grincheux qui était décédé depuis longtemps. Père, il semble que mon fils pourrait vraiment apporter la gloire à notre famille. Alors que Zualte se tenait là, toujours abasourdi et bouleversé, Rendalf, le chevalier commandant, éleva la voix avec enthousiasme depuis le côté. À partir de maintenant, vous êtes le marquis Ferdium. Ouah! Les chevaliers et les soldats poussèrent des acclamations suffisamment fortes pour faire trembler la forteresse. Ils avaient l'impression que leur seigneur, qui avait enduré tant d'épreuves pour protéger la terre et son peuple, avait enfin reçu la reconnaissance qu'il méritait. Ils célébrèrent comme si c'était leur propre réussite. De bonnes nouvelles sont arrivées par vagues ces derniers temps. Les dettes du domaine avaient été remboursées et leur seigneur avait été élevé au rang de marquis. Tout le monde savait exactement qui était responsable de tout cela. Un chevalier leva son épée bien haut et cria. Pour la gloire de la maison Ferdium. Les autres chevaliers tirèrent également leurs épées et les levèrent bien haut. Les soldats, tenant leurs lances en l'air, crièrent à l'unisson. Pour la gloire de la maison Ferdium. Ainsi, la forteresse du Nord fut plongée dans une atmosphère de fête. Bientôt, la nouvelle atteindrait le domaine de Ferdium, et eux aussi se joindraient à la célébration. Une journée comme celle-ci ne pouvait pas passer inaperçue. Sortant de sa torpeur, Zualte parla d'une voix pleine de confiance. Aujourd'hui, nous ne laisserons que le minimum de garde en service et nous profiterons d'un festin pour la première fois depuis des lustres. Je vais sortir la viande réservée et beaucoup de bière mangée et buvée à votre guise. Ouah! Les soldats applaudirent à nouveau et les chevaliers élevèrent la voix encore plus fort. Après d'innombrables jours d'entraînement rigoureux et de bataille, tout le monde se sentait physiquement épuisé. Un copieux festin de viande et de bière était exactement ce dont ils avaient besoin pour se ressourcer. Alors que tout le monde éclatait de joie, un administrateur se précipita vers Zualte et chuchota avec urgence. Monseigneur, nous n'avons plus de viande. Quoi? Pourquoi? Que voulez-vous dire par « nous n'avons plus de viande » ? Nous en avons plus depuis longtemps. Vous savez à quel point la viande est devenue rare à cause de la récente sécheresse? Ah, n'est-ce pas? Je pensais qu'il nous en restait encore un peu. Sir Rendalf mangeait secrètement ce qui restait chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il disait que manger uniquement du pain lui laissait constamment faim. Oh, et il a presque fini la bière aussi.
Ce salaud. Zwelte lança un regard noir à Randalph, qui, complètement inconscient, lui fit un signe de la main avec un sourire éclatant. Retenant l'envie de le frapper, Zwelte se tourna vers les autres et s'excusa d'un ton plein de regret. Il semblerait que nous n'ayons plus de viande. Quelqu'un n'a tout dévoré en secret, non, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous nous contenterons de pain et de soupe, et je promets que je me procurerai de la viande la prochaine fois. Oh. Les chevaliers et les soldats semblaient visiblement déçus. Bien sûr. De la viande. Pour des gens comme nous. C'était trop espéré. Même s'il avait payé les dettes du domaine, reconstitué leurs réserves de nourriture et élevé au rang de marquis, il manquait encore quelque chose à leur domaine. Astérisque, astérisque, astérisque. À son retour, Ghislain convoqua immédiatement Piotr. Dès que Piotr arriva, il demanda avec hésitation, jaugeant l'expression de Ghislain. Est-ce que l'Église a envoyé quelqu'un après moi? Ils l'ont fait, mais la situation a un peu changé. Que veux-tu dire? D'abord, prends ça. Sans préambule, Ghislain tendit une relique à Piotr. Piotr pencha la tête, confus, en examinant la bague et demanda. Qu'est-ce que c'est? Une bague? Son nom est la bénédiction de Wahane. Et c'est quoi ça? C'est une relique de l'église Wahane. Je l'ai reçue en cadeau de l'évêque Porisco. Hic. Piotr tressaillit et faillit laisser tomber la bague. Un prêtre humble comme lui n'avait pas le droit de toucher une relique sacrée. La seule fois où il avait vu des reliques, c'était lors d'une brève visite du coffre-fort des artefacts de l'église pendant sa formation de novice. Pourquoi me donnes-tu ça? Je ne peux pas avoir quelque chose comme ça. Tu peux, et tu le feras. C'est autorisé, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Mais ne dites à personne que c'est une relique. Seul l'évêque Porisco est au courant. Ghislain n'ayant pas donné de détails, Piotr n'avait aucun moyen de comprendre pleinement la situation. Malgré les refus répétés de Piotr, Ghislain insista. Ne le donnez pas ou quoi que ce soit de ce genre. Vous devez le porter en permanence. Ne le laissez jamais sortir de votre corps. Vous l'avez? Oui. Si Ghislain avait simplement dit que c'était un cadeau, Piotr l'aurait peut-être donné à quelqu'un dans le besoin plus tard. C'est pourquoi Ghislain a clairement indiqué dès le début qu'il s'agissait d'une relique et a souligné à plusieurs reprises que la perdre n'était pas une option. Piotr tenait soigneusement la bague dans sa main et, toujours en train d'évaluer l'humeur de Ghislain, demanda prudemment. Que vouliez-vous dire lorsque vous avez dit que la situation avait changé? Que pense l'Église de moi? Ghislain sortit de sa poche une lettre officielle de nomination permanente et la tendit à Piotr. En lisant la lettre, Piotr resta un instant sans expression avant de baisser la tête. À en juger par le contenu, il avait l'impression que l'Église l'avait abandonné. Même le dos de la relique lui semblait une demande silencieuse de rester ici indéfiniment. Observant Piotr en silence pendant un moment, Ghislain parla lentement. Si tu veux rentrer, tu peux. Je vais organiser des escortes sûres. Quoi? Piotr leva les yeux, choqué. L'homme qui se tenait devant lui, le redoutable chef des mercenaires qui l'avait forcé à rester et lui avait même obtenu un poste permanent, lui disait maintenant qu'il était libre de partir. Et il fournirait même des escortes? Tu dois plaisanter, non. Non, je suis sérieux. La raison pour laquelle j'ai fait tout mon possible pour obtenir ce rendez-vous, c'est pour que tu puisses faire ton choix en toute tranquillité. Les vraies décisions ne peuvent être prises que lorsque l'on est libre. Choix? Oui, décider du genre de vie que tu veux vivre, c'est à toi. Ghislain pensait chaque mot. C'était la même chose lorsqu'il avait recruté Gillian, et il avait également donné à Claude une chance de partir. Il n'avait pas forcé Keo ou les mercenaires à devenir chevaliers, et il avait promis aux nains et aux elfes leur liberté après 10 ans. Ayant vécu comme mercenaire, Ghislain valorisait la liberté par-dessus tout, sachant à quel point elle était précieuse. C'est pourquoi il voulait que Piotr prenne sa propre décision. Bien qu'il ait initialement forcé Piotr à rester sous prétexte de rembourser une dette, Piotr avait depuis longtemps remboursé cette dette à plusieurs reprises. De plus, ceux qu'il voulait garder comme ses plus proches confidants ne pouvaient pas être retenus par la force. Les ennemis auxquels il serait confronté dans le futur ne pouvaient pas être combattus avec un engagement mitigé. Bon, si Piotr décide de partir, je demanderai simplement à Porisco d'envoyer quelques prêtres de plus. Ce serait dommage, mais Piotr avait sa propre vie. S'il voulait partir, il était temps de le laisser partir. La relique était une récompense pour toutes les épreuves que Piotr avait endurées. Une seule lettre à Porisco garantirait son silence, il n'y aurait donc aucun problème. Piotr resta silencieux pendant un long moment, regardant la lettre de nomination et s'interrogeant sur son cœur. Vraiment? Puis-je vraiment rentrer comme ça? Chaque jour, il souhaitait retourner dans la capitale. Chaque jour avait été si écrasant qu'il avait l'impression d'être sur le point de perdre la tête.
Mais maintenant, une opportunité qu'il n'avait même pas osé espérer s'était soudainement présentée. Le moment qu'il attendait était enfin arrivé. Il avait le sens de sourire, d'accepter et de partir sans hésitation. Alors pourquoi se sentait-il si mal à l'aise? Si je pars, d'autres devront porter le fardeau. La même pensée l'avait déjà retenu. Il savait à quel point son rôle dans ce domaine était crucial. Mais combien de temps dois-je continuer à faire cela? N'ai-je pas fait assez? Aucun autre prêtre n'aurait travaillé aussi dur, aidé autant de personnes dans des circonstances aussi difficiles. Si quelqu'un comprenait cela, c'était lui, un homme qui vivait au sein de l'Église depuis son enfance. Il avait sûrement fait sa part. Il ne pouvait pas vivre toute sa vie comme ça. Il avait sa propre vie à mener, n'est-ce pas? S'il restait par pitié ou par sympathie, elle ne finirait jamais. Son cœur restait troublé. Avant que son attachement ne s'approfondisse davantage et ne lui cause encore plus de douleur, il semblait préférable d'en finir ici. Piotr ouvrit la bouche, la voix tremblante. Merci, pour tout. Sa gorge se serra et les mots ne sortaient pas correctement. Alors qu'il s'efforçait de continuer, ses yeux remplis de larmes se rappelant sa gratitude, les versets qu'il lisait quotidiennement depuis son enfance lui revinrent à l'esprit. Aider ceux qui luttent et souffrent, c'est servir Dieu. Tu deviendras le moindre de tous et tu serviras les autres. Ainsi, tu suivras pour toujours le chemin de la miséricorde, de la vérité et de la justice. Ah! Les visages des personnes qu'il avait aidées envahirent l'esprit de Piotr. Les affamés, les malades, les désespérés. Lorsqu'il était arrivé ici pour la première fois, il semblait que tout le monde dans le domaine Cabaldi était dans un tel état. Mais qu'en était-il maintenant? Plus personne ne souffrait de faim. Les malades étaient moins nombreux. Des sourires avaient commencé à apparaître sur les visages de ceux qui semblaient autrefois désespérés. Le Seigneur qui se tenait devant lui, ses serviteurs et tous les autres avaient uni leurs forces pour transformer le domaine. Même si ce qu'ils ont fait n'était pas entièrement par bonne volonté envers le peuple. Le Guilain que Piotr avait observé était quelqu'un qui utiliserait tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. C'était un homme qui défiait les définitions simples du bien et du mal, quelqu'un plus proche du chaos lui-même. Pourtant, ses actions ont finalement profité au peuple. Et pour que cela continue, la force de Piotr était toujours essentielle. Ah, donc je ne comprenais même pas mon propre cœur. Enfin, Piotr comprit la vérité sur ses sentiments. Le malaise qu'il avait ressenti lorsqu'il avait essayé de partir, il en comprenait maintenant l'origine. Prenant une profonde inspiration, Piotr sourit soudainement et parla. Je me sens en paix maintenant. Hein? J'ai compris pourquoi mon cœur se sentait mal à l'aise. Guilain pencha la tête, confus. N'était-ce pas parce que Piotr ne pouvait pas rentrer chez lui? Souriant toujours doucement, Piotr continua. Je m'inquiétais du moment où l'Église pourrait venir me chercher ou me rappeler. Je ne m'en rendais pas compte, mais je n'étais mal à l'aise qu'à cause de cela. Voir cela m'a fait comprendre mes vrais sentiments. Tes vrais sentiments. Piotr hocha fermement la tête. Oui. Je veux rester ici. Je veux rester ici et aider ceux qui luttent et qui sont dans le besoin. Et à l'avenir, je veux aider encore plus de gens. C'est ce que signifie vraiment accomplir la volonté de la déesse, et je crois que c'est pourquoi la déesse m'a accordé un pouvoir divin. Guilain parut légèrement surpris. Il avait toujours pensé que Piotr restait par pure obligation, incapable d'abandonner ceux qui étaient dans le besoin. Mais maintenant, il semblait sincèrement vouloir rester pour le bien du peuple. Ce genre de prêtre était rare, même dans sa vie passée. Toujours incertain, Guilain demanda à nouveau. En es-tu sûr? Tu as vécu à quel point il est difficile de vivre dans ce domaine. C'est un travail éreintant, et tu t'es effondré plus d'une fois, avec des saignements de nez et tout. Aider les gens n'est pas facile. Dans le temple, je vivais sans rien comprendre. Je ne me rendais pas compte de la douleur et des difficultés que les gens à l'extérieur traversaient. Je veux soulager leur souffrance, ne serait-ce qu'un peu. Si tu retournes, tu pourras vivre comme les autres prêtres, dans un environnement propre, en mangeant de la bonne nourriture et en vivant confortablement pour le reste de ta vie. Piotr eut un sourire amer et secoua la tête. Je ne veux plus vivre uniquement pour quelques nobles. Ce n'est pas la volonté de la déesse. Tu dis que tu renoncerais à ce confort simplement parce que tu ne le veux pas. Il était difficile de croire que cela venait d'un prêtre de cette époque. Si Claude entendait cela, il donnerait probablement un coup de pied à Piotr et lui demanderait s'il était devenu fou. Mais Piotr joignit les mains comme s'il priait, ferma les yeux et parla sincèrement, transmettant sa véritable intention. Oui. Je sers le pouvoir le plus élevé mais je vis pour ceux qui sont dans les endroits les plus bas. À ce moment-là, c'était comme si Piotr avait atteint une certaine illumination. Une faible aura divine commença à rayonner de son corps. Des mèches de ses cheveux roses prirent progressivement une teinte argentée. Guilain était à court de mots.
Le Piotr devant lui ne ressemblait pas à Porisco ou à aucun autre prêtre qu'il avait rencontré. Il avait l'impression que Piotr était un type d'être entièrement différent. Un véritable saint était en train de naître ici.